Aujourd'hui, vous avez à préparer un cours sur la plante domestiquée. Est-ce que vous avez tous reçu les documents et travaillé vos exercices comme c'était demandé pour aujourd'hui? Oui, madame. Oui, d'accord. Alors, dans ce chapitre que je vais mettre, on s'intéresse à la plante domestiquée. Tout le monde voit le début du chapitre là? Oui, c'est bon. C'est bon. Alors, plante domestiquée, pourquoi on parle de ce terme plante domestiquée, surtout domestiquée? C'est un rapport à quoi? Domestiqué par qui et qu'est-ce que ça laisse suggérer? Par l'homme, Par l'homme, exactement. Et domestiqué, quand on emploie ce terme-là, c'est pour désigner quoi en fait? un animal. Un Voilà, animal apprivoiser. domestique, une plante domestique, c'est une plante ou un animal que l'homme a apprivoisé, que l'homme l'homme en prend soin et l'homme en tire profit, d'accord? Donc la plante domestiquée, ça concerne toutes les plantes que l'homme va utiliser pour en tirer profit. Profit, pourquoi notamment? L'alimentation, L'alimentation, exactement. Donc textile. toutes les plantes qu'on cultive pour s'alimenter. Seulement pour l'alimentation? Non, le textile, la construction. Voilà, le textile, d'accord. La construction, d'accord. Il y a différents domaines. On utilise même le domaine pour fabriquer des médicaments, d'accord. On utilise des fois des principes actifs qui sont tirés de plantes. Donc, Isolation. effectivement, l'homme utilise un certain nombre de plantes qu'il va cultiver, qu'il a domestiquées. Donc, domestiquées, on va voir d'où elles viennent, ces plantes, comment l'homme l'homme les a trouvées. Et il va en prendre soin de ces plantes parce qu'elles tirent profit de leur utilisation dans différents domaines. D'accord? Donc, la problématique de ce chapitre, comme vous l'avez vu, c'est de savoir l'origine de ces variétés cultivées, d'où elles viennent, ces variétés cultivées, et ensuite, quelles sont les bases génétiques de la domestication des plantes. Donc, sur quelle base génétique va reposer la domestication, l'utilisation de ces plantes. Donc, dans ce chapitre, on va un petit peu réinvestir tout ce qu'on a vu dans le premier thème du programme, génétique et évolution. Vous allez voir que ça va faire écho à un certain nombre de choses qu'on a déjà vues dans les chapitres antérieurs où on parlait de la théorie de Darwin et des mécanismes évolutifs. D'accord? Donc, dans un premier temps, on travaillait sur ces plantes cultivées et on essayait de voir quelle était leur origine. Alors, vous aviez deux exercices à faire. Donc, premier exercice, on s'intéressait à une plante cultivée. Donc, on ne va pas s'intéresser à toutes les plantes cultivées dans notre chapitre, mais on va prendre un exemple qu'on va suivre tout au long du chapitre. Et cette plante qu'on va étudier, c'est laquelle? Le maïs, Le maïs, exactement, parce que le maïs, il y a différentes techniques qui ont pu permettre à l'homme d'améliorer cette production du maïs au fil des temps, différentes techniques dans différents domaines, et c'est un bon exemple pour pouvoir travailler dans notre cours. D'accord? Donc, ce maïs, d'où vient-il? Donc, on va reprendre le premier exercice que vous aviez à faire, celui-ci. Origine des plantes cultivées, le maïs. Et vous deviez, à travers un certain nombre de documents, retrouver l'origine de ce maïs, d'où il vient, à quelle période l'homme a commencé à cultiver le maïs. Et ensuite, vous deviez retrouver les avantages de ce maïs pour l'homme, pourquoi il s'était mis à cultiver cette plante. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est l'origine de ce maïs? il vient du Mexique ou du Costa Rica selon Nikolai Ivanovitch. Donc, tout à fait. On voit que l'origine du maïs, c'est la Mésoamérique, Mexique ou Costa Rica. D'accord? Qu'est-ce qui a permis de dire que c'est dans cette zone-là que le maïs est issu? C'est là où on retrouve le plus de variétés. Voilà, de maïs. Voilà, exactement. On vous dit que c'est la zone d'origine d'une plante, c'est probablement celle où pousse le plus grand nombre de variétés, d'accord? Et pour le maïs, là où on trouve le plus grand nombre de variétés de maïs, c'est dans cette zone-là, en Mésoamérique, Mexique ou Costa Rica, d'accord? Donc, on pense que le maïs, il est originaire de cette zone-là. Et à partir de quand l'homme aurait commencé à le domestiquer, à le cultiver? Moins 4250 avant. Alors, moins 4250 avant notre ère, d'accord? Ça, on en est sûr. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous a permis de dire que l'homme cultivait déjà du maïs à cette période-là? Ils ont retrouvé des spécimens datant de cette époque-là. Alors, ils ont retrouvé des spécimens,
enfin, fossiles, hein, datant de cette époque-là. Et qu'est-ce qui leur laisserait supposer que c'est bien du maïs? Je sais pas, les caractéristiques. Les caractéristiques, et quelles caractéristiques particulièrement? On vous dit dans le texte. Le rachis. Le rachis. On verra que le rachis, c'est quoi le rachis? C'est la structure de l'épi de maïs qui porte les grains. On verra que le rachis du maïs, il est particulier et c'est un rachis qui est comment? On vous disait plus tard dans le texte. Rigide. C'est un rachis qui est rigide, exactement. D'accord? Donc, par rapport aux caractéristiques de ce spécimen fossile qu'ils ont trouvé, ils en ont déduit que c'était du maïs. Et en l'occurrence, effectivement, que déjà, il y a 4250 ans, eh bien, l'homme cultivait déjà le maïs. Et ils iraient même plus loin. L'origine même du maïs, elle remonterait à combien de temps? 6000 ans. Voilà, 6000 ans avant maintenant, ça fait 6000 ans que l'homme cultiverait déjà le maïs, d'accord? C'était pas du Et maïs, madame, à 6000 ans. comment? Il y a 6000 ans, c'était pas du maïs. C'était Alors, l'ancêtre. l'ancêtre du maïs, d'accord? C'est à partir, on pense que la divergence entre l'ancêtre et le maïs serait produite il y a 6000 ans. Et cet ancêtre, c'est quoi? La théocynte. Voilà, la théocynte, d'accord? Une petite plante qui ressemble beaucoup au maïs. On va voir la comparaison entre les deux tout à l'heure, d'accord? En tout cas, ce qu'il fallait voir dans cette première partie, donc je vais prendre la correction du cours, comme ça vous pourrez visualiser. Alors, est-ce que c'est la correction ça? Oui, j'ouvre ça tout de suite, tac. Voilà. Donc, vous voyez, tout le monde voit le cours? Vous voyez tout ce cours? Oui, c'est bon. Voilà, Oui, donc c'est ça, bon, c'est ce madame. qu'on... Oui, madame. On va- Super. Donc ça, c'est ce qu'on va, c'est ce que je vais vous envoyer tout à l'heure par mail. Donc l'origine du maïs, lieu Mésoamérique, région dans laquelle on trouve le plus grand nombre de variétés de maïs. L'âge 6000 ans, on a découvert des épis qui possèdent des rachis solides. Donc ça, c'est des épis de maïs qui datent de 4250 ans au Mexique. Et le maïs serait originaire d'une plante sauvage, la théocynte. D'accord? Alors, pourquoi l'homme aurait-il domestiqué le maïs? Donc déjà, maïs théocynte, comparons nos deux plantes. Donc, vous aviez dans le document 2 une comparaison de ces deux plantes. Et pour essayer de comprendre qu'est-ce qui aurait fait, quel intérêt l'homme aurait trouvé, quel aurait été l'intérêt pour l'homme de domestiquer le maïs. Alors, qu'est-ce que vous avez vu dans ce document-là? Qu'est-ce qu'il a suggéré? Donc là, vous avez un plan de maïs, vous avez un plan de théocynte. Qu'est-ce qu'il a suggéré déjà que le maïs théocynte serait apparenté? Le maïs théocynte a beaucoup plus de branches. Alors, là, tu me parles de différence, mais pour pouvoir parler de parenté, quand on parle de parenté, on s'intéresse à quoi en fait? Leur caractère, enfin, à ce qui les rapproche. Leurs similitudes, nom. leurs caractéristiques communes, tout à fait. Donc, est-ce qu'ils ont des similitudes déjà, maïs théocynte? Oui. Oui, bien sûr, le glume. Voilà, alors la glume, alors c'est quoi les glumes? Euh, Alors, avant de partir sur les glumes, regardons l'architecture, le plan d'organisation générale des deux plantes. Quand on regarde ces deux plantes, est-ce qu'elles se ressemblent ou pas? Oui, quand même. Oui, elles ont des ressemblances. Elles sont toutes faites il y a une tige principale. Avec au-dessus de cette tige principale, qu'est-ce qu'on a? une inflorescence mâle. Une inflorescence mâle, des petites ramifications latérales qui portent des inflorescences comment? Femelle. Femelles pour le maïs. Et la théocynte, la différence avec le maïs, c'est quoi? Que la théocynte possède plusieurs branches. Voilà, il n'y a pas une seule grande tige avec une inflorescence mâle, il y a plusieurs grandes tiges avec au sommet une inflorescence mâle et des ramifications latérales, pareil, qui portent les inflorescences femelles. Donc, les deux plantes sont construites sur le même mode, sauf que la théocynte, elle est plus ramifiée que le maïs. D'accord? Maintenant, ces deux plantes fabriquent quoi? Des épis. Des épis. Les deux plantes fabriquent des épis. Ces épis qui portent quoi? Des grains. Des grains, d'accord. Les grains qui renferment quoi?
Qu'est-ce qu'il y a comme dans le grain qui aurait fait que le maïs aurait été intéressant pour l'homme à domestiquer? De De l'amidon. l'amidon. De l'amidon, exactement. Et ces grains, ils sont effectivement entourés de glumes. OK? Alors, maintenant, pourquoi l'homme aurait trouvé un intérêt à domestiquer le maïs? Est-ce que quelqu'un m'a trouvé une explication? Pourquoi l'homme a voulu, enfin, il est tombé sur ce plan de maïs, qu'est-ce qui lui a donné l'idée d'aller domestiquer? Pourquoi? Quel intérêt présente le maïs pour lui? Pourquoi il s'est mis à cultiver cette plante? Alice Medef, ça va? C'est de la nourriture. Madame, Alors, qu'est-ce que tu as trouvé, Yanis? Pourquoi l'homme a cultivé le maïs? pour pouvoir en plus, Hmm? pour pouvoir en produire plus Produire plus de quoi? de nourriture. Alors, il s'en sert en tant que nourriture, effectivement. Donc, qu'est-ce qui dans le maïs va alimenter l'homme? Il se nourrit de quoi? Ben, Des des graines. Des grains qui renferment l'amidon, d'accord? Et il y a 6000 ans, c'était d'autant plus intéressant ces grains parce qu'on est capable de faire quoi du maïs? On peut être capable c'est des denrées, Transformées. de le transformer, d'accord? Et de le conserver aussi, d'accord? On peut le faire sécher. Et donc, c'est des denrées qu'on peut conserver pendant longtemps. Donc, les grains du maïs, effectivement, représentent un intérêt pour l'alimentation humaine, OK? Et par rapport à son ancêtre, la théocinthe, quels sont les avantages du maïs? C'est plus intéressant pour l'homme de cultiver du maïs ou la théocinthe? Le maïs, C'est le Pourquoi? maïs. C'est quoi ces avantages? elle a qu'un seul embranchement sur lequel pousse du maïs tout au long. Oui, mais bon, on pourrait imaginer s'il y a plusieurs embranchements, tu pourrais avoir plusieurs épis. Quels sont vraiment les avantages? Regardez. Le maïs est plus long et pèse plus. Qu'est-ce qui est plus long dans le maïs? L'épi, L'épi. Regardez la taille de l'épi du maïs par rapport à l'épi de la théocinthe. D'accord? Vous voyez que l'épi est beaucoup plus long. D'accord? Il est beaucoup plus gros. Il renferme quoi? beaucoup plus de graines. Beaucoup plus de grains. Regardez le nombre des grains par épi. Pour le maïs, il y en a combien? 500, 500. Alors que pour la théocinthe, il y en a entre 8 à 10. 8 à 10. D'accord? Donc, beaucoup plus riche en grains. D'accord? Et donc, forcément, c'est beaucoup plus intéressant pour l'homme. Le grain en lui-même, entre les deux, qu'est-ce que vous voyez? Il Ils est sont plus beaucoup gros. plus gros. Les grains sont plus gros, d'accord? Vous voyez, la masse des grains est beaucoup plus importante. Qu'est-ce qu'il y a encore? Quand on compare les glumes des deux grains. Le glume Le est maïs est moins dans une épais. sorte de cosse. Alors, c'est pour le maïs qu'il y a une sorte d'écorce. Non, pour la théocinthe. C'est pour la théocinthe. La théocinthe, les glumes sont épaisses. Elles forment ce qu'on appelle une cupule, on vous disait. Donc, les glumes sont relativement épaisses. Donc, est-ce qu'on peut croquer dans le grain de théocinthe comme ça? Non. Non, d'accord? Il faudrait le décortiquer. Alors que le maïs, lui, ses glumes sont comment, on vous dit? J'ai surligné dans le texte. Réduite. Les glumes sont réduites, d'accord? Les glumes, vous avez déjà tous mangé du maïs. Oui. Quand vous mangez du maïs, il y a des sortes de petites membranes là, qui se coincent dans les dents un peu des fois. Oui. Eh bien, ce sont ça les glumes du maïs, d'accord? Donc, lui, il a des glumes réduites par rapport à la théocinthe, ce qui fait que même pour manger ces grains, c'est plus facile pour l'homme de manger des grains de maïs que de manger des grains de théocinthe si vous voulez en manger. D'accord? Donc, on voit que par rapport à la théocinthe, notre maïs, il présente des avantages par rapport à son ancêtre sauvage qui aurait pu effectivement attirer l'homme et faire qu'il ait envie de cultiver cette plante.
D'accord? D'autant plus que, qu'est-ce qu'on vous dit pour ces grains et cet épi de maïs? Il y a quelque chose de très intéressant pour le maïs, pour la récolte du maïs. Une caractéristique de l'épi qui est très intéressante pour la récolte du maïs, on vous disait dans le texte. C'est quoi? Est-ce que vous l'avez trouvé? Les grains ne tombent pas. Voilà, tout à fait, Julien. Les grains de maïs, on vous dit, ne se détachent pas du fait du rachis épais, d'accord? Lorsqu'ils sont à maturité, ils restent sur l'épi. Du coup, lorsque l'agriculteur veut récupérer ses grains, récolter ses grains, qu'est-ce qu'il a qu'à faire? Venez récupérer l'épi. Il récupère l'épi. Alors que pour la théocinthe, Il devait ramasser. voilà, on vous dit qu'à maturité, l'épi se désarticule et les grains tombent sur le sol. Donc, vous imaginez, si vous vouliez récupérer des graines de théocinthe, il vous faudrait récupérer au sol tous les petits grains qui sont tombés. Alors que le maïs, lui, les grains ne tombent pas, ils restent dans l'épi. Donc, c'est beaucoup plus facile pour un agriculteur de récupérer un épi de maïs. Donc, ça aussi, ce sont des caractéristiques de la plante qui ont présenté un avantage pour l'homme et qui ont fait que cette plante a suscité un intérêt chez l'homme pour pouvoir être cultivée par l'homme dans un but alimentaire, d'accord? En ayant une récolte qui soit favorisée et plus facile. Ça va pour tout le monde jusque-là? Oui. Alors, ce maïs, par contre, est-ce que par rapport à la théocinthe, lequel est le plus avantagé dans la nature? Le maïs. Alors, Ivan me dit le La maïs. théocinthe. La théocinthe. Julien me dit la théocinthe. Alors, justifiez-moi. Pourquoi, Ivan, toi, tu penses que c'est le maïs qui serait le plus avantagé dans la nature? Ah non, je me suis trompée, c'est la théocinthe, puisque lui, il peut se détacher Qu'est-ce qui se détache? Par les graines. Les graines se détachent. Et pourquoi ça fait qu'il serait plus avantagé dans la nature par rapport au maïs? Parce qu'il peut se reproduire. Il peut se facilement. reproduire, il peut se replanter, d'accord? Donc, du fait que les grains se détachent et tombent spontanément au sol, ça fait que la plante, eh bien, elle peut se reproduire, d'accord? Elle peut, c'est ce qu'on appelle la dissémination. Lorsque les graines tombent et redonnent de nouvelles plantes, la dissémination se fait. Mais pour le maïs, est-ce qu'il peut se reproduire comme ça? Non. Non, il a besoin de l'homme. Il a besoin de l'homme pour se reproduire. Donc, ça veut dire que dans la nature, quelle est la plante qui est avantagée? La La théocinthe. La théocinthe. théocinthe. Et qu'est-ce qui aurait dû se passer normalement? Si l'homme n'avait pas été là pour cultiver le maïs, qu'est-ce qui aurait dû se passer pour le maïs? Ah ben, il n'y aurait pas eu de maïs. Il n'y aurait pas eu de maïs, il aurait dû, Disparaître. par quel phénomène? Sélection naturelle. La sélection naturelle, exactement, parce qu'il est moins bien avantagé dans la nature. Et il s'est maintenu par l'action de l'homme qui a trouvé un intérêt justement à cultiver ce maïs pour son alimentation. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'attendais au niveau de votre travail? Donc, la correction, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, c'est à peu près ce qu'on vient de dire, hein. Donc, il fallait comparer. Donc là, c'était la conclusion par rapport à tout à l'heure. Vous voyez le cours? Tout le monde voit le cours? Oui. Donc, vous voyez, tout à l'heure, on avait dit que les espèces cultivées proviennent de la modification d'espèces sauvages par l'homme au cours d'un processus appelé domestication. Pour chaque espèce cultivée, la domestication a lieu dans une ou plusieurs régions depuis moins de 10 000 ans. Dans ces régions, appelées foyers de domestication, on observe des espèces sauvages ressemblant à l'espèce cultivée et l'on trouve les plus anciens vestiges archéologiques témoignant de sa culture par l'homme. Alors maintenant, caractéristiques des plantes cultivées par rapport à leurs ancêtres sauvages. On compare le maïs et la théocinthe. Donc, le maïs, une tige principale avec au sommet une inflorescence mâle, des ramifications latérales très courtes portant des inflorescences femelles, épi rachis qui ne se désarticule pas, beaucoup de grains, épi 4 fois plus long que celui de la théocinthe. Les grains sont plus longs, plus lourds, les glumes sont souples, réservent le amidon. La théocinthe, une tige principale avec une inflorescence mâle, de nombreuses ramifications avec des inflorescences mâles et des ramifications secondaires avec des inflorescences femelles. Rachis, pratiquement pas de rachis, ce qui fait que les grains se désarticulent à maturité. Peu de grains, 8 à 10, et l'épi est moins long. Les glumes sont indurées, ça forme la fameuse cupule là, qui entoure le grain.
c'est un rôle protecteur, mais du coup, ça présente un désavantage pour l'homme, pour son alimentation, si jamais il voulait consommer ses grains. Et la réserve, c'est de l'amidon. Donc, qu'est-ce qu'il fallait dire? Les avantages que présente effectivement le maïs qui aurait fait que l'homme aurait été intéressé par cette plante. Donc, l'amidon qui compose les grains est une substance énergétique. C'est un glucide lent à la base de la nourriture humaine. Le grain ayant une teneur très faible en eau, on peut le conserver d'une année sur l'autre et il peut facilement se réhydrater. Donc, ça peut se conserver, ce qui était intéressant à l'époque pour l'homme. La plante produit un grand nombre de grains. Ils sont plus gros, plus longs. Ils contiennent plus de réserves. Et les grains de théocinthe, eux, ils tombent au sol, ils sont mangés, mais la cupule résiste aux enzymes, ce qui permet leur dissémination. À maturité, les grains de maïs ne tombent plus car l'épi ne peut pas se désarticuler. Il ne possède pas de cupule solide, ce qui favorise une récolte complète, sans perte et plus rapide. La dissémination des graines est impossible. La plante ne peut donc pas se reproduire à l'état sauvage. Et sans intervention humaine, le maïs ne pourrait pas persister. D'accord? C'est ce qu'on vient d'expliquer tout à l'heure. D'accord? Donc, le maïs présente un intérêt pour l'homme, mais dans la nature, par rapport à son ancêtre sauvage, il est moins bien adapté et normalement, il n'aurait pas dû survivre dans la nature. Il se maintient que grâce à l'intervention humaine. Donc, c'est ce qu'il fallait retenir en conclusion, qu'une espèce cultivée diffère des espèces sauvages par différents caractères qui facilitent sa culture, sa récolte et son utilisation par l'homme. Donc, toutes les caractéristiques qui font que la plante a été cultivée par l'homme. Mais maintenant, ces caractères qui constituent le syndrome de domestication sont souvent défavorables à la vie de la plante en milieu naturel. Cela explique que l'on ne rencontre pas les espèces cultivées dans les écosystèmes naturels. Est-ce qu'on voit du maïs pousser naturellement en plein milieu sauvage? Non. Non. S'il y a du maïs, c'est obligatoirement qu'il a été Cultivé. cultivé. Il a été planté. D'accord? Il n'existe pas à l'état naturel. Cette plante se maintient que par l'intervention humaine. Parce que, comme vous voyez, comme on vient de le voir dans l'exercice, eh bien, le maïs est moins bien adapté à la vie sauvage du fait que ses grains ne tombent pas, ne se désarticulent pas, il n'est pas capable de se maintenir dans la vie sauvage. Il se maintient que par l'intervention humaine. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Oui, c'est bon, madame. Madame, Oui? vous avez envoyé ce document-là? Oui, Stanley, j'ai envoyé ça jeudi dernier. Ah, parce que je ne l'ai pas reçu. Eh bien, je l'ai envoyé jeudi. Je vous ai même mis un message sur WhatsApp en disant que j'avais envoyé les directives pour lundi. Le corriger? Comment? Mais pas le corriger. corriger? Yanis, en général, je vous envoie le travail à faire. D'accord? Et après, on fait le cours ensemble. Et aujourd'hui, je vous envoie le corriger. Donc, vous n'avez pas à le corriger. Vous avez le début du chapitre et les exercices. C'est de ça dont tu me Ah, parlais? mais j'ai rien du tout. J'ai rien reçu. J'ai rien reçu. Eh bien, tu regarderas ton mail parce que j'ai envoyé à tout le monde. Vous avez Mais tous je regarde et je n'ai pas reçu. je ne sais pas, moi. Les autres, vous avez reçu? Oui. Oui. Eh bien, Oui, regarde on a dans ton courrier indésirable. Peut-être que c'est dans ton courrier indésirable. Mais Stanley, comment tu as eu le lien pour venir sur la réunion alors? Ah oui. C'est Pauline qui me l'a envoyé. Je lui ai demandé. Ah, Bon, eh ben, je ne sais pas. Regarde dans ton courrier indésirable parce que normalement, j'ai envoyé à toute la classe. Dans le mail que j'ai envoyé, il y avait le lien pour la réunion et il y avait le début du chapitre avec les 2 exercices qui étaient à préparer pour aujourd'hui. Il n'y a rien d'indésirable. Bon, eh ben, je vais te renvoyer ça tout à l'heure. D'accord? Merci. Donc, je te renvoie ça. Normalement, je suis censée pourvoir. Alors, attends. Je suis censée pouvoir avec Zoom vous donner des documents. J'avais essayé la dernière fois, ça n'avait pas marché. Alors, attends, j'essaye rapidement. Peut-être que ça va marcher cette fois-ci. Alors, fichier, votre ordinateur. Alors, attends, j'essaye. Attendez, j'essaye juste de voir si je peux envoyer le document à Stanley. J'essaie une fois. Mais Si ça Stanley, marche. pourtant, tu es dans l'autre coucou. Hein? Pourtant, Stanley dans l'email. Mais oui, c'est ça que je ne comprends pas. Son prénom est écrit Stanley Jomi. Mais je sais, j'ai vu aussi dans le mail que Pauline m'a envoyé, mais je ne l'ai pas reçu. Bah, comment tu peux ne pas l'avoir reçu? C'est bizarre. Bon,
Bref, peut-être que c'est parti dans les spams, tu n'as pas fait attention. Alors, hop, ah, c'est bon. Je suis en train de l'envoyer. Tu as vu dans la conversation? Vous l'avez vu ou pas? Tout le monde, j'ai ouvert le chat. Non, j'ai pas. Oui, c'est bon. C'est bon. Ouais. Ah mince, on dirait qu'ils vont arrêter ils vont arrêter la réunion. Ils vont peut-être arrêter la réunion. J'ai l'impression qu'ils ont remis une limite de temps dans la réunion. D'accord? Tout le monde m'entend? Oui. Si ça coupe, je vais tout de suite vous réinviter en direct pour la réunion. Il faudra aller sur vos mails pour que je vous réinvite en direct. D'accord? D'accord. Pour l'instant, j'envoie les documents à Stanley, là. Comme ça, Stanley peut récupérer ça tout de suite. Donc, début de directive. Ensuite, l'exercice d'origine des plantes cultivées. Voilà, je te le mets. Et deuxième exercice. Stanley, tu le reçois ou pas, là? Non. Ah. Mais les autres, vous recevez ou pas, là, les documents que je suis en train d'envoyer? Oui. Oui. Et c'est moi qui dois avoir un problème alors. Tu as le chat ou pas, Stanley? Moi, je vois R. Oui, j'ai le chat. Eh bien, sur le chat, tu vois pas que j'ai mis des documents? Bonjour. Mais il n'y a rien dans le chat pour moi. Il n'y a rien dans le chat. Moi non plus, j'ai Il n'y a Moi rien. non plus, j'ai rien dans le chat. pas. C'est bizarre. Et il y en a qui ont ça, qui ont reçu mes documents? Oui, oui. Bon, ça va peut-être arriver, Stanley, hein. Donc, attends 2 minutes. Peut-être que ça va arriver. On attend 2 minutes. Bon, en l'occurrence, de toute façon... Version ordinateur. Alors, par contre, si ça coupe dans une dizaine de minutes, je vais vous renvoyer en direct une nouvelle invitation pour continuer le cours. Hein, Non, parce que j'ai j'avais l'impression qu'ils vont demandé couper. si c'était sur ordinateur. Qu'est-ce qu'il y a, Tanguy? Bon, alors on continue. Non, j'avais demandé si à la... Tanguy, on ne t'entend pas. Écris-nous dans le chat. Tanguy, tu bugs au max? C'est sur ordinateur. Alors, donc, dans la suite du cours, on essaie de comprendre, eh bien, quelle est l'origine des différences entre le maïs et la théocynthe, d'accord? On voit que le maïs dérive d'une plante. Pourquoi ce maïs est-il différent de la théocynthe? Est-ce que vous avez une idée par rapport à toutes les connaissances qu'on a déjà sur les chapitres précédents? Qu'est-ce qui a bien pu se passer qui a fait apparaître des différences entre le maïs et la théocynthe? Il y a une mutation. Mutation. Voilà, ça peut être des mutations. Ça pourrait être quoi encore? Une sorte de sélection naturelle. Alors, la sélection naturelle, ça va après. Mais j'ai une population ancestrale. Là, en l'occurrence, Ah oui, on avait vu comment, ça. à partir de cette population ancestrale, ont pu apparaître des individus différents avec des caractéristiques nouvelles présentant des caractéristiques de maïs. Ça peut être soit des mutations qui se sont produites chez la théocynthe. Ça peut être quoi aussi? Qu'est-ce qui aurait pu se produire? Une hybridation. J'ai pas entendu, Judex. Une hybridation. Ça aurait pu être effectivement une hybridation. D'accord. Quoi d'autre? Rappelez-vous. Les mécanismes de diversification, ça vous rappelle rien? Donc, ça peut être des hybridations, ça peut être des mutations, quoi d'autre? Avec la polyploïdisation. Donc, ça fait hybridation suivie d'une polyploïdisation, quoi d'autre? Transfert vertical, transfert de gènes vertical. Est-ce que c'est vertical? C'est plutôt un transfert horizontal de gènes. Horizontal. Voilà. Modification de l'expression de gènes, d'accord? Différents mécanismes de diversification qui ont pu faire apparaître de la nouveauté au sein de certains individus qui auraient dérivé de l'espèce ancestrale, d'accord?
Donc, à travers justement le deuxième exercice que je mets en partage d'écran, tout le monde le voit? Oui. Oui? Oui, c'est bon, madame. Bon, donc, à travers cet exercice-là, il fallait essayer de comprendre quelle était l'origine des différences entre le maïs et la théocinthe. D'accord? Donc, vous aviez on vous disait, à partir de l'exploitation du document, montrer que l'origine de la domestication du maïs repose sur des modifications génétiques. Alors, qu'est-ce que vous avez identifié dans ces deux documents? Dans ce premier document, qu'est-ce qu'on vous expliquait en fait? On s'intéressait à quoi? À quel gène? Le gène TB1. Voilà, Julien, le gène TB1, d'accord? Théosine branch 1. Et quel est le rôle de ce gène en fait? C'est pour l'architecture des plantes. Voilà, c'est le gène qui gouverne l'architecture des plantes, d'accord? Donc, on vous dit que si on rend par une mutation ce gène TB1 du maïs non fonctionnel, qu'est-ce qui se passe? Le mutant obtenu. Le mutant, il ressemble à qui? Homozygote. Il ressemble à la théocinthe, d'accord? Donc, ce gène chez le maïs, d'accord, quel serait son rôle en fait? Créer plusieurs branches. Alors, quand il est muté, enfin, chez le maïs, est-ce que ça crée plusieurs branches? Non. Non, c'est chez le maïs, ce gène, parce que le gène TB1 du maïs, quand il est fonctionnel, l'architecture est celle du maïs. Et est-ce que le maïs a plusieurs branches? Non. Ça lui permet de ne pas avoir plusieurs branches. Voilà, ça lui permet de ne pas avoir plusieurs branches, d'accord? Au maïs, le gène du maïs lui permet de ne pas avoir plusieurs branches. Et si je mute ce gène, je le rends non fonctionnel, eh bien, je me retrouve avec un mutant qui a plusieurs ramifications comme la théocinthe. D'accord? Donc, on a l'impression que juste à travers une mutation d'un gène, eh bien, ça va jouer sur l'architecture maïs théocinthe. D'accord? Alors, justement, on s'est amusé, enfin, on s'est amusé, c'est pas nous, mais ils se sont amusés à croiser le mutant avec un maïs normal. D'accord? Maïs normal avec homozygote, c'est-à-dire qu'il y a 2 allèles du maïs normal. Et on vous disait qu'en F1, qu'est-ce qu'on obtenait? 100%. 100% de quoi? De maïs. De maïs? Normal. Normaux. D'accord? Voilà, donc, ce gène TB1 chez le maïs, eh bien, effectivement, on voit qu'il gouverne une architecture avec une seule ramification, enfin une seule tige principale. D'accord? Et ce gène TB1, cet allèle TB1 par rapport à l'allèle muté, il serait comment? Dominant ou récessif? Dominant. Dominant. Qu'est-ce qui prouve qu'il est dominant? Moi. Qu'est-ce qui prouve qu'il est... Ah non. Qu'est-ce qui prouve qu'il est dominant? C'est celui qui s'est manifesté. C'est celui qui s'est manifesté et surtout, à la fin, on a 100% de maïs normaux. Donc, en tout cas, chez le maïs, ce gène TB1 est responsable de son architecture. Je croise le mutant avec une théocinthe qui a aussi le gène TB1. L'allèle du gène, un allèle du gène TB1. Et quand je le croise avec la théocinthe, qu'est-ce que je constate? Mon mutant, enfin mes descendants, ils ont tous un phénotype de quoi? Théocinthe. De théocinthe, d'accord? Donc, finalement, qu'est-ce qu'on voit? Ce gène TB1, il n'est pas dominant. Un seul allèle ou est-ce qu'il a plusieurs allèles? Il a plusieurs. Plusieurs allèles, d'accord? 16 allèles chez le maïs, c'est lui qui est responsable de l'architecture du phénotype du théocinthe. Chez le maïs? Non, pas du maïs. Du maïs. Et il y a ainsi un allèle chez la théocinthe qui est responsable du phénotype de la théocinthe. Donc, ça veut dire que cet allèle, il existe sous différentes, enfin, ce gène existe sous différentes versions, différents allèles. Des allèles chez le maïs qui servent à l'architecture du maïs.
et des allèles chez la théocynthe qui gouvernent l'architecture de la théocynthe. Ça va pour tout le monde? Oui. Bon, alors, on est allé justement s'intéresser aux allèles de ce gène chez maïs et chez théocynthe. Ça va couper, j'ai l'impression, dans peu de temps, hein. Donc, n'oubliez pas, si ça coupe, je vous renvoie une invitation directe, hein.